Kinshasa à la chute du maréchal Mobutu. Pour Kabila à l'époque, c'était un moindre mal, puisqu'il avait les yeux rivés sur le fauteuil présidentiel du maréchal. Donc ce n'était pas très grave que des gens qui ont commis des crimes au Rwanda soient châtiés sur le territoire congolais, puisque ces gens étaient à l'époque ses alliés, croyait-il. Lorsqu'ils arrivent donc au Congo en 1997, évidemment, ils tuent une quantité incalculable de citoyens rwandais et congolais jusqu'à prendre la capitale, jusqu'à ce que la capitale de Kinshasa tombe. À ce moment-là, également, grande erreur de Laurent Désiré Kabila, mais ce qui était parti du plan de départ, c'était que M. James Kabarebe, l'actuel chef d'état-major du Rwanda, devienne le chef d'état-major de l'armée congolaise. Ce n'est qu'avec le temps que Kabila va se rendre compte que ses alliés un peu trop remuants à ses côtés devenaient envahissants pour le peuple congolais. Il décide donc de s'en débarrasser en 1998. Eh bien, là encore une fois, le Rwanda de Paul Kagame décide cette fois-ci d'envahir militairement le territoire congolais. La raison des interamoués devient secondaire, mais en tout cas, la raison pour laquelle une autre raison sort du chapeau, c'est que Laurent Désiré Kabila a un comportement dangereux. Il veut abriter, cette fois-ci, c'est lui qui veut abriter sur son territoire des interamoués et des dangereux génocidaires qui risqueraient de menacer le pouvoir de Kigali. Au fil du temps, un autre argument apparaît, c'est celui qui consiste à dire, lorsque les Congolais commencent à se demander pourquoi on leur impose une guerre aussi violente et aussi douloureuse, Kagame dit que et avec son ami Laurent Nkunda, disent que les Congolais menacent aussi, comme les Hutus l'ont fait au Rwanda, de vouloir exterminer les Tutsis qui sont au Congo. Évidemment, la ficelle est un peu grosse, mais elle a l'air de passer. Et je commence à lire, évidemment, dans les médias en France, que les Congolais, eux aussi, seraient probablement habités par le virus génocidaire. Eh bien, tout cela vise tout simplement à ce que les Congolais ne parlent pas des raisons pour lesquelles les Rwandais rentrent dans leur territoire comme dans un moulin et commettent des atrocités sur leur territoire. Eh bien, je me rends compte que, au fur et à mesure que tous ces éléments s'accumulent, la communauté internationale, ou ce qui est désigné sous ce vocable, n'exprime aucune contestation, aucune protestation. Tout le monde se souvient que lorsque Saddam Hussein avait envahi le Koweït, le tintamarre dans la presse internationale pour violation du territoire koweïtien, et que pour avoir osé faire ça, Saddam Hussein méritait d'être puni, sévèrement puni. Eh bien, Kagame n'avait même pas droit à un signe de désapprobation. C'est là que je passe donc à la troisième raison, c'est que je me suis dit, mais ça commence à faire beaucoup pour les Congolais quand même. Mais qu'est-ce qui peut permettre un tel silence et une telle arrogance de la part du Rwanda et de Paul Kagame? Sur quoi compte-t-il pour se comporter de cette manière en narguant en quelque sorte les Congolais? J'ai essayé de comprendre quelque chose qui paraissait incompréhensible du point de vue du droit international. C'est là que je me rends compte également que, en fait, un argument est important, encore une fois de plus, pour la presse internationale ou pour les gens qui
s'interroge ou s'indigne sur l'occupation du territoire congolais par des forces étrangères. On rappelle tout simplement aux Congolais qui ne veulent pas l'entendre ou qui font semblant de ne pas l'entendre que si vous désignez le Rwanda, vous oubliez que le Rwanda a été en 1994 victime d'un génocide et que les Tutsis dans ce pays-là ont vécu un événement tellement grave que vous ne pouvez pas vous permettre aujourd'hui de considérer que ces gens-là sont sur votre territoire. Les gens qui sont sur votre territoire sont des génocidaires Hutus qui commettent des crimes et des atrocités dans votre pays. Les Congolais, devant ce type d'argument, n'avaient qu'une chose, c'est d'avaler leur langue et de se taire. Deuxième argument, qui n'est pas très loin du premier argument, c'est que on commence à comparer les événements du Rwanda à la Shoah, l'Holocauste que les Juifs ont vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai le malheur ou la chance d'avoir travaillé longtemps sur ce sujet. En France, j'ai été parmi les pionniers à mener des enquêtes sur le rôle que les Africains ont joué en France, dans l'armée française pour la libération de la France, donc je connaissais un peu le sujet. Mais j'avais aussi la chance d'avoir commencé depuis longtemps à travailler sur le Rwanda et que je connaissais un peu le sujet du Rwanda. Mais j'ai commencé à me poser la question de savoir quels étaient les points historiques extrêmement précis sur lesquels on pouvait fonder un tel raisonnement. Je n'en ai pas trouvé un seul qui montre que ce que les Juifs ont vécu en 1940-45 a un début de commencement de proximité avec les événements que les Tutsis ont vécu au Rwanda. D'ailleurs, événements pour lesquels ils n'étaient pas les seuls à vivre la tragédie qui a touché leur pays. Et j'ai constaté que, en menant mes enquêtes, que des membres du FPR, dont une militante farouche du FPR, qui s'appelle Yolande Mukagasana, dit elle-même qu'elle a abordé une partie de la communauté juive de Belgique pour essayer de les sensibiliser à leur histoire et à leurs problèmes. Ce que je ne comprenais pas, c'est qu'il y a des intellectuels juifs dans ce pays qui sont des gens extrêmement sérieux qui acceptent une telle imposture historique au détriment de la vérité. Et je constatais également que des gens dont les parents ont été victimes d'une atrocité inqualifiable pendant la Seconde Guerre mondiale acceptent d'associer leur histoire à la guerre de 1994 à Kigali, dont le FPR est un des responsables principaux, je peux dire. Je me suis dit que pour le peu de lucidité qui me reste, j'ai le devoir moral et humain de dénoncer cela pour les victimes de la Shoah, pour les victimes rwandaises et pour les victimes congolaises. Et l'autre argument que je vois par rapport à cela, c'est que, au fait, si Kagame fait tout ça, et si ces extrémistes Tutsis qui ont massacré aussi des Tutsis et des Hutus au Rwanda en 1994 et qui ont franchi la frontière de leur pays pour commettre des massacres, des viols et du pillage au Congo, eh bien c'est parce qu'ils avaient des grandes puissances derrière eux. Et quelles sont ces grandes puissances? Il y a incontestablement les États-Unis, dont la Congresswoman aura l'occasion de parler tout à l'heure. Il y a Israël et il y a également, depuis longtemps, la Grande-Bretagne. Il y a depuis quelques semaines la France. La France qui a été accusée, humiliée
maltraité dans le dossier du Rwanda pendant des années, eh bien, la personne dont j'ai oublié le nom au début de l'entretien a passé d'un revers de main la mort de 3 Français qui sont morts le 6 avril dans l'attentat, a balayé d'un revers de main la mort de 2 sous-officiers français tués par les extrémistes Tutsis de l'armée patriotique rwandaise, et surtout a passé également à jeter, je dirais, aux oubliettes l'humiliation de l'ensemble de l'armée française, qui aujourd'hui ne comprend pas ce mépris et cette indifférence de son gouvernement face à des insultes proférées dans les médias et jamais devant des tribunaux d'Arusha qui d'ailleurs leur sont favorables. Ils ne comprennent pas pourquoi leur gouvernement les traite de cette façon. Et je pensais également qu'il était utile que nous commencions peut-être ceux qui pensent encore que la dignité humaine a un sens pour les Français, pour les Belges qui ont été tués à Kigali, pour lesquels la vérité n'est toujours pas rendue publique en Belgique. Je ne comprenais pas que toutes ces personnes aillent se prosterner devant le chef de guerre de Kigali. Et je terminerai avec un autre élément. C'est que j'ai découvert aussi qu'à côté de ces grandes puissances, il y avait quelques personnalités qui manifestaient un zèle particulier à défendre l'armée patriotique rwandaise et Paul Kagame. Puisque je suis en Belgique, je peux me permettre de citer au moins un certain Louis Michel. Lui, au moins, je n'ai pas oublié son nom. Et ce monsieur Louis Michel, je n'ai pas vu, n'est-ce pas, une audace particulière lorsque le colonel Luc Marchal avait été injustement mis en cause ici en Belgique. Mobiliser les gens pour demander pardon au colonel Luc Marchal pour accusation injuste à son égard. Je pense que le colonel Marchal mérite qu'on lui présente quelques excuses. Je ne donne pas de leçons aux autorités de son pays, qui, je crois, savent effectivement ce qu'il y a à faire, mais je parle d'un haut responsable politique qui, par son attitude personnelle et son zèle extraordinaire, a voulu se rendre à Kigali, ou s'est rendu à Kigali, pour aller demander pardon au nom du peuple de Belgique, en contradiction avec le ministre des Affaires étrangères de l'époque qui était au fait des choses, qui considère Kagame comme un criminel de guerre. Et j'ai vu que ce zèle a été tellement important au sein de l'Union européenne que lorsque les Allemands ont décidé de sanctionner le Rwanda de Paul Kagame parce qu'ils considéraient que même s'ils avaient vécu des événements tragiques en 1994, mais enfin les Congolais n'y étaient pour rien, aucun Congolais n'avait traversé la frontière pour commettre des crimes au Rwanda. Au contraire, depuis 1921, à l'époque de la colonisation belge, les Congolais ont accueilli Hutus et Tutsis pour travailler dans leur pays. En 1959, lorsque la monarchie Tutsi est tombée, les Congolais ont ouvert leurs portes, ont ouvert leurs bras pour accueillir les réfugiés Tutsis qui venaient du Rwanda. Ils ont même fait plus que ça, puisque ils se sont même permis de leur donner des bourses d'études, ce que beaucoup d'immigrés ont du mal à avoir aujourd'hui dans les États européens quand on connaît le traitement qui leur est infligé. Mais les Congolais, à cette époque-là, dans les années 60, ont donné des bourses aux exilés Tutsis dans leur pays, au détriment parfois des Congolais. Ils sont même allés jusqu'à se permettre le luxe de désigner un d'entre eux directeur de cabinet du président Mobutu. Et lorsque je vois, j'ai écouté M. Kagame pérorer sur la dictature de Mobutu, j'aurais eu simplement envie de lui rappeler que peut-être que celui qui a aidé les Tutsis à commettre aujourd'hui les crimes qu'ils commettent au Congo,
c'est un certain Barthélemy Bisengimana que les Congolais ont traité avec